Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Il va y avoir de la littérature et de la danse au programme ce soir. On va commencer avec Michel Visart, que vous avez peut-être connu comme journaliste économique à la RTBF. Michel Visart a plein d'activités aujourd'hui et notamment celle d'écrire des romans. On l'accueillera pour son dernier ouvrage qui s'appelle « Ils vont beaucoup t'aimer ». On parlera d'une époque assez lointaine, celle de la Seconde Guerre mondiale et de l'immédiate après-guerre avec lui dans son roman. Ensuite, on ira au Burundi, où c'est le Burundi qui viendra à nous avec un projet qui s'appelle Rudia et qu'on pourra voir au KVS la semaine prochaine dans le cadre du festival Congolisation. Le chorégraphe et danseur Marc Legrand-Moulindois sera avec nous sur ce plateau pour en parler. Et puis on reviendra à la littérature avec Lorenzo Morello. Il y aura un petit air d'Abba, Voulez-vous, c'est le titre de son roman. C'est Connaissez-vous ? Nous sommes partis. Bonjour Michel Visart. Bonjour. Est-ce que la télévision vous manque ? L'information de l'affaire me manque un peu. La télévision, j'ai du plaisir de la retrouver, effectivement, mais je ne dirais pas que c'est vital pour mon existence. Donc pas à ce point-là, non. Ouais. Ça a été une partie de votre vie, la télévision et surtout la radio ? Surtout la radio, effectivement, j'ai adoré ça. Et la télévision a quand même joué aussi un rôle et ça m'a permis souvent d'expliquer au grand public des choses compliquées puisque je parlais d'économie à peu près tout le temps et donc ça c'est assez passionnant de pouvoir avoir 1 minute, 2 minutes dans un JT pour expliquer des choses très compliquées et c'était passionnant de pouvoir vulgariser cela. Ouais. On explique qui vous êtes pour peut-être les plus jeunes d'entre nous qui regarderaient l'émission et qui ne vous connaissent pas. Michel Visart, journaliste économique, combien de temps à l'RTBF ? 18 ans, je pense. C'est un bon souvenir ? Oui, c'est un très bon souvenir parce que c'est un endroit vraiment intéressant. C'est une maison compliquée, elle est grande, mais il y a des collègues extrêmement qui connaissent bien leur métier, donc il y a moyen de faire beaucoup de choses. Ça ouvre beaucoup de portes pour l'information. Et puis c'est en quotidienne aussi, donc c'était passionnant. Oui, c'est un excellent souvenir, vraiment. Ouais. Vous n'avez pas fait que ça dans votre vie ? Non, pas tout à fait, en effet. Qu'est-ce que vous avez fait avant ? J'ai toujours été journaliste en fait, certainement, parce que c'est quelque chose qui m'a démangé très jeune. Déjà dans le secondaire, je créais des petits journaux comme ça pour les différentes classes et ainsi de suite, donc c'était sympa. Et puis c'est ça qui m'a donné aussi l'envie d'écrire, je pense. Donc l'écriture a toujours fait de ma vie, même si je n'ai pas publié grand-chose pendant plein d'années, mais j'ai toujours écrit par exemple. Est-ce que vous êtes en train de vous rattraper ? Sur l'écriture. Oui, j'espère bien. Je ne vais pas m'arrêter parce que ce n'est pas parce qu'on a un certain âge, je vais dire ça gentiment comme ça pour moi, qu'on ne va pas continuer. Et donc, je fais un petit essai, maintenant un essai plus important. Et donc, oui, j'ai envie de continuer, bien sûr, c'est clair. Donc, il y a un gros roman qui sort. On va en parler maintenant. Est-ce que vous auriez envie de vous asseoir, Michel ? Avec plaisir, mais je m'assieds où ? Alors, sur la banquette, en face de vous, à côté du livre. D'accord, parfait. Voilà. C'est mon livre, alors tout va bien. Voilà. Le livre dont on va parler maintenant, ça s'appelle « Ils vont beaucoup t'aimer ». Il y avait déjà eu un recueil de nouvelles, c'était pendant la période de la Covid-19. Cette fois-ci, on est vraiment sur un vrai, beau et gros roman. On est d'accord ? Beau, c'est pas moi qui peux le dire. Alors c'est moi qui le dis, c'est un beau roman. Il fait près de 300 pages et c'est un vrai roman. Donc je ne dirais pas un vrai travail parce que c'est un vrai plaisir, mais c'est du boulot quand même d'écrire un roman. Mais c'est passionnant, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écriture. Alors on va situer l'action, on va remonter pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là que commence votre roman. Ça se passe où précisément ? Alors, petite précision, ça commence un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale et je crois que c'est important de le dire. Alors ça se passe, on va dire, je n'ai pas voulu prendre de nom, de village, etc. Mais on est dans, je crois que tout le monde connaît, ce qu'on appelle le Condrolégeois, donc entre Huy et Liège, et il faut le dire en pleine campagne, et pas loin des forêts, ce qui joue d'ailleurs un rôle, je pense, dans le bouquin. Oui. Alors vous allez vous intéresser, y a un personnage principal, c'est donc un jeune homme au début de l'histoire, il va servir de fil rouge, et puis il y a d'autres personnages qui vont se greffer, c'est un peu une histoire collective, mais avec un personnage central.
Je dirais qu'il y en a 2, voire 3. Le premier, il s'appelle Victor. Victor est le fils de ce qu'on appelle encore aujourd'hui, mais c'était déjà le cas à ce moment-là, un petit fermier, vraiment, petite maison, petite ferme, petit étable et petit champ, on peut dire ça comme ça. Donc il a 18 ans, 38, etc. Il y a l'autre personnage qu'il faut ajouter dès le départ, il va la rencontrer, c'est plutôt elle qui va forcer un peu les choses d'ailleurs. Elle s'appelle Mariette. Elle est issue d'une famille, je dirais, plutôt... classe moyenne, quelque chose comme ça. Le père est plutôt marchand de bétail, de bestiaux, comme on dit, ainsi de suite. Et ils vont se rencontrer et ils vont se marier juste avant la guerre. Voilà, donc c'est une histoire d'amour, on va dire ça comme ça, petit peu contrariée ou fortement contrariée par la Seconde Guerre mondiale, puisque Victor va être fait prisonnier et il va être envoyé pour travailler en Allemagne. Et évidemment, ça va changer un petit peu la destinée de l'histoire. Ce qui est très surprenant dans votre roman, Michel Vizard, c'est ce souci du détail et cette description de la vie rurale. Est-ce que vous connaissiez si bien le monde de l'agriculture, les travaux au champ, la manière de s'occuper des bêtes, la manière de cultiver? Ça fait partie de votre patrimoine génétique à vous? Génétique, je ne sais pas, mais oui, ça fait partie de mon patrimoine, clairement. Alors, je précise tout de suite que je suis effectivement originaire de cette région également, donc ce n'est pas tout à fait un hasard, que mon père était agriculteur et éleveur, mais je dirais... une classe un peu plus favorisée. Donc je n'ai pas de point commun directement avec Victor, sauf que j'ai connu tout cela et qu'effectivement, je crois que sans m'en rendre compte, c'est plutôt après, j'ai baigné là-dedans d'une certaine façon, que dans les champs, même si je n'aurais jamais voulu, moi, être fermier agriculteur, dans les forêts également. Et je pensais, en écrivant cela, que c'était important de cadrer cela parce que ça influence clairement mes personnages. On sent que, entre autres, Victor, qui est quand même le personnage qu'on suit d'un bout à l'autre du bouquin, a été fort marqué par ça et que le champ et plus encore la forêt pour lui sont quelque part c'est vital pour lui de pouvoir retourner dans la forêt, d'amener même les gens qu'il aime dans la forêt, ainsi de suite. Donc oui, ça a marqué, mais je ne suis pas dans le livre, soyons clairs. Oui, c'est sa forêt, il en parle comme ça, ou vous en parlez comme ça. Et on va ajouter quand même que notre Victor, il est un petit peu braconnier sur les bords. Donc il aime beaucoup la forêt, il aime aussi attraper quelques animaux qui vont améliorer l'ordinaire, notamment l'ordinaire de sa cuisine ou de la cuisine de ceux ou de celles avec qui il vit. Michel, est-ce que vous seriez d'accord d'attraper votre livre sur votre gauche? Oui, le voilà. Peut-être d'abord me dire un mot sur la couverture. Cette feuille verte au milieu de feuilles mortes, c'est quoi la symbolique? Alors, la symbolique, d'abord, je vais raconter comment j'ai fait cette photo. Ça n'a pas été fourni par une banque d'images. C'est une photo que j'ai faite moi-même par hasard, sans penser à ce moment-là, même si le livre était déjà en chantier au livre. Et en fait, c'est en randonnée dans les Vosges. Et il y avait des feuilles mortes et au milieu, cette feuille verte. Et je trouvais que c'était joli, donc j'ai fait la photo. Et puis, en fait, dans le livre, sans tout raconter, quand Victor et Marie se retrouvent après la guerre, ils vont avoir un enfant. Et je pense que de manière... involontaire par rapport à cette photo, mais cet enfant symbolise, enfin la photo, la feuille verte symbolise cet enfant différent, je vais le dire, par rapport au reste, je ne dirais pas de l'humanité, mais des personnes qui tournent autour. Et donc évidemment, le personnage central, pas dans l'action vraiment, mais qui va cristalliser beaucoup de choses, c'est cet enfant particulier. Et je crois que la feuille le montre assez bien, mais par contre, vous remarquez qu'elle est beaucoup plus belle que les autres, et ça, c'est un hasard la photo que j'ai faite, mais ce n'est pas un hasard qu'on l'ait choisi pour la couverture du livre. Alors cette enfant particulière, elle est porteuse de handicap, ça inquiète un petit peu ses deux parents, donc on doit rappeler quand même qu'on est dans l'immédiate après-guerre, dans une zone rurale, donc on ne va pas réellement à l'hôpital, c'est le médecin qui vient à la maison, il y a un retard de développement, les deux parents ne réagissent pas beaucoup de la même manière, ça souligne aussi la difficulté que les parents de ces enfants-là peuvent avoir à accueillir le handicap dans leur propre famille. Ils aiment beaucoup leur enfant, ça complique quand même beaucoup leur quotidien. Clairement, et je pense qu'aujourd'hui, en 2024, et je connais un peu le secteur, c'est la même chose. Quand un enfant, on va dire clairement handicapé, on dit aujourd'hui porteur de handicap, arrive dans une famille, c'est toujours un choc. C'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile. Ça l'était encore plus quand elle s'appelle Rosaline, naît après la guerre, 2-3 ans après la guerre, parce que là,
où vous l'avez fait une allusion, mais il n'y avait rien du tout pour aider les parents, ils doivent se débrouiller. Par contre, la notion, et j'en viens peut-être, vous allez poser la question, donc je vous devance, mais au titre du livre, c'est au moment où la naissance se produit, on voit tout de suite que Rosaline, elle n'est pas vraiment comme tout le monde, quoi. Et c'est le médecin, on ne parlait pas de gynécologue à l'époque, c'est le médecin qui se penche sur elle et il la regarde. Il voit bien que les parents sont extrêmement troublés par ce qui arrive et il la regarde dans les yeux, je suppose, et il lui dit ils vont beaucoup t'aimer. Oui. Et c'est une réalité très souvent, ça ne veut pas dire que c'est facile par contre. Oui, et il y a aussi le regard très bienveillant des deux grands-mères, parce qu'il y a aussi une troisième génération dans votre ouvrage. Vous avez dit pudiquement, je connais assez bien le secteur. On va parler de vous encore un petit peu, Michel Visart, parce qu'en quittant l'RTBF, donc en accédant à l'éméritat, comme on dit, à la fin de votre carrière, vous avez décidé de vous engager dans la société civile. Vous êtes devenu le président d'une ASBL qui se trouve en Brabant Wallon, qui accueille des enfants porteurs ou des individus ou des femmes, des hommes porteurs ou porteuses de handicap. Ça s'appelle Notre Village. Autrefois, ça s'appelait le village numéro 1, Reine Fabiola. Vous vous occupez toujours de cette association, Michel ? Oui, tout à fait. Les fonctions changent un peu, mais en fait, il y a deux SBL, je ne vais pas rentrer dans la complication. J'en ai présidé jusqu'à quelques jours une des deux. Et je continue à m'engager là-dedans, dans cette même association, parce que je dis que c'était par hasard que c'est arrivé en fait, mais c'est vraiment passionnant d'être dans ce monde-là. On rencontre des gens qui sont passionnés par leur travail. Je pense à tous les éducateurs, les équipes qui pilotent tout ça. C'est difficile parce que souvent on est limite au niveau des budgets, mais c'est aussi un retour. Je crois toujours que quand on donne du temps dans ce genre de choses, quel qu'il soit, ce n'est pas du bénévolat pour dire « oh, je vais être bénévole ». Non, c'est j'aime pas l'expression, elle fait business, win-win, mais dire on reçoit autant qu'on donne, et je le dis très sincèrement, je le pense, et donc c'est passionnant, et c'est un très très beau secteur, oui. Ouais, il y a une trentaine de résidents qui sont accueillis. Ah non, bien plus. On en a plus de 200. On en a 230, 240. Et il y a 250 personnes qui y travaillent. C'est une des grosses institutions, clairement. Et ça s'appelle le village parce que c'est très beau. C'est au-dessus de Braine-l'Alleud. Et il y a des maisons un peu partout. Et donc, chaque maison, ce sont des personnes porteuses de handicap, mais qui souvent sont mélangées, si je puis dire. Elles n'ont pas toutes le même type de handicap. Et c'est complexe, mais c'est vraiment passionnant. Et ce que vous voyez, surtout quand vous prenez là-bas, c'est des sourires, quoi. Les gens qui vous disent bonjour. Et la première fois, on est un peu étonné. Et puis on s'habitue et finalement, on est tous un peu handicapés quelque part. Et donc, c'est passionnant d'être là au milieu. Est-ce que ça vous a servi pour l'écriture de ce roman ? On va quand même préciser, et vous le précisez en préambule de l'ouvrage, c'est inspiré d'histoires vraies, même si évidemment c'est très romancé. Quelle est la part de fiction qu'on doit à Michel Visart ? Quelle est la part romancier ? Et quelle est la part d'observation qu'on doit à Michel Visart, ancien journaliste ? Ça fait beaucoup de questions. La première question, c'est effectivement, j'ai dédicacé ce livre à 3 personnes. C'est dans les premières pages du livre, Édouard, Antoinette et Geneviève. Et c'est un petit peu leur histoire. C'est-à-dire qu'en fait, et je les ai connus, la trame de base, je veux dire, avant la guerre, le fait pendant la guerre d'être dans une ferme. Après, ils se retrouvent, c'est compliqué parce que 5 ans, c'est compliqué. Et puis après, ils ont cet enfant porteur de handicap. Et donc, ça, c'est vrai. Le reste, évidemment, j'ai complètement travaillé dans la fiction. Le village n'est pas le même. J'ai pas repris un nom existant. Tous les autres personnages sont complètement fictionnels parce que je voulais me détacher de ça. Et ça, c'est le côté passionnant. Le côté journaliste, si je le retrouve, c'est par exemple quand on explique qu'on vit pendant 5 ans en Allemagne, dans une ferme. Et pourquoi dans une ferme ? Parce qu'il y a des milieux agricoles, comment ça se passe ? Et là, j'ai fait, c'était passionnant, un vrai travail de recherche pour ne pas, si je puis dire, écrire trop de bêtises. Mais en même temps, c'est très gai. Je crois que j'ai un nombre de sites que j'ai visités hallucinant dans la mémoire de mon PC. Et c'était très intéressant de faire cette recherche-là. Et après la guerre aussi, j'ai voulu l'ancrer dans la réalité aussi belge de l'après-guerre. Comment ça se passait, quoi. Et donc, il y a un peu de tout ça. Mais je pense qu'il y a surtout, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect humain. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est parler d'être humain. Dire comme vous et moi, dans d'autres circonstances, comment on vit quand on a autant de choses qui se passent. Et ça, je crois que c'est vrai aujourd'hui aussi. Il peut y avoir des tas de choses qui sont positives, d'autres qui sont négatives. Mais comment on fait avec tout ça et comment on fait un couple avec tout ça ? Et c'est un gros point d'interrogation que je vois d'ailleurs sur l'écran en face de moi. Oui, comment est-ce qu'on est carambolé par l'histoire ? Est-ce que vous acceptez d'ouvrir le livre, Michel ? Oui, bien sûr. Soit une page au hasard, soit une page que vous choisissez et de nous lire quelques phrases. J'aimerais qu'on fasse cet exercice-là pour entendre un peu votre style. Ouh là là, c'est compliqué de se lire soi-même. Hein. Je vais aller au début, je pense, effectivement. Mais je vais aller tout au début, je crois. Alors, le début de « Ils vont beaucoup t'aimer » pas dans les de toutes Michel premières Visart. pages, pas dans les toutes premières pages, mais un petit peu après. Et voilà.
Donc on est dans le bois. Je vais commencer par là, puisque ça commence en gros par là. Ce n'est pas le printemps, la saison des amours pendant laquelle les oiseaux se lâchent. N'empêche qu'ils s'en donnent à cœur joie. Le jeune villageois s'assoupit en douceur, à la limite d'un sommeil contre lequel il résiste, avec grande difficulté. Il se sent bien, vraiment très bien. Il se laisse emporter, consentant, de moins en moins attentif. A-t-il dormi 5 minutes, une demi-heure? Le réveil est brutal. Quelqu'un s'est jeté sur lui et couvre son visage d'un sac en jute. Pendant 4 ou 5 secondes, Victor se retrouve paralysé, incapable de réagir. L'instinct de sauvegarde prend le dessus, il se redresse de toutes ses forces. Un éclat de rire cristallin, un second plus grave, suivi du silence des bouches qui se retrouvent, des corps qui se rejoignent, des yeux qui ne se quittent pas. Voilà, description d'une rencontre amoureuse. Il y en a quelques-unes aussi dans ce roman. Vous n'hésitez pas ça à fait partie de la vie, je pense. Oui, à raconter comment les corps peuvent se rapprocher. J'aimerais qu'on parle aussi quand même un petit peu de résilience, Michel Visart, avec vous. Parce que vos personnages, ils ont traversé la guerre, ils ont peut-être pas des choses à se reprocher, mais ils n'ont peut-être pas tout dit à l'autre, ou pas tout dit quand ils sont rentrés, ou quand l'autre est revenu. C'est aussi un peu ça que vous explorez, qui est un des ressorts de votre roman. C'est certainement un des ressorts de roman parce qu'une vie n'est jamais linéaire, une vie n'est jamais simple. C'est souvent, il y a des carrefours, il y a des choix à faire, il y a peut-être des directions qui ne sont pas toujours prises. Et puis il y a la rencontre aussi de la vie, de ce qu'elle peut produire parfois de dramatique. On a le cas ici. Et donc je pense que la résilience est un très très bon mot. Et on doit faire avec, on doit essayer de surmonter ça grâce aux autres, ainsi de suite. Et c'est un peu ce que j'ai voulu expliquer. Mais pour ceux qui auront, j'espère, le plaisir de découvrir le livre, on voit que c'est pas facile pour Mariette et Victor, et que finalement le personnage le plus serein, c'est leur enfant, leur fille porteuse de handicap. Mais c'est la vie, ça, donc on doit faire avec ça. Mais il faut essayer de se reconstruire quand ça ne va pas, et c'est pas toujours simple, effectivement. Ouais, la résilience, c'est aussi un de vos messages dans votre vie à vous, Michel Visart. Il y a aussi un attachement à l'écologie, à l'environnement qui transparaît dans cet ouvrage aussi, un attachement aussi au sens du collectif, au sens de l'attention aux autres. Si je dis que il y a ces 3 éléments-là, la résilience, l'attention à notre environnement et l'attention aux autres dans le roman, je l'ai bien compris? Je pense que c'est juste, je ne vais pas analyser comme ça, mais c'est juste, et je crois que je remets l'être humain au milieu, parce que ça est important, que ce soit la résilience, l'environnement, le collectif, on est là où nous sommes tous là, vous, moi et les gens qui nous regardent, on est là au milieu. Et on peut utiliser tout cela ensemble, et certainement pas seul dans son coin, c'est pas pour ça que c'est facile, ainsi de suite, mais je pense que la notion de communauté, la notion des autres, des êtres humains en face de moi, en face de vous, on doit travailler là-dessus, échanger ensemble, et c'est comme ça qu'on peut progresser, même dans un monde qu'on connaît aujourd'hui et dont on sait qu'il est extrêmement complexe. C'est déjà arrivé dans le passé aussi, aujourd'hui c'est très complexe, et c'est ensemble qu'il faut avancer sur ce chemin. Et vous avez aussi la lucidité d'écrire que ce chemin n'est pas facile, qu'il y a des aspérités, qu'il y a des difficultés, qu'on doit se faire parfois violence, qu'il y a des montagnes à gravir dans ce chemin-là. C'est magnifiquement bien écrit, Michel Visart. Moi, j'ai été bluffé par votre style, j'ai été bluffé par votre travail de recherche, la précision avec laquelle vous pouvez décrire les travaux agricoles d'autrefois, avant que les moissonneuses-batteuses et toutes ces technologies embarquées dans les tracteurs existent. C'est un travail tout à fait remarquable. Et j'ai presque envie de vous dire, Michel, en fait, il y avait 2 romans. Il y avait la matière pour 2 romans dans votre histoire. Il y avait un roman sur ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis un 2e roman avec l'arrivée de Rosaline. Et on est même presque un tout petit peu perdu quand cette petite fille naît, parce qu'on se dit, mais vers quoi il nous emmène? Ça n'a plus beaucoup de rapport avec ce qu'il vient de nous raconter. Et il faut attendre la fin du roman pour comprendre comment vous allez un petit peu réunir les deux. On ne va pas tout dire maintenant. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que finalement, il y a peut-être 2 histoires en une? Alors, je veux dire oui, mais il y a 2 fils rouges, ce sont Victor et Mariette finalement, c'est leur vie. Et donc oui, il y a 2 romans parce qu'il y a 2 périodes. Je pense que tous les gens, vous et moi, on n'était pas là, mais qui ont connu une guerre, et pour l'instant on est encore en paix chez nous, c'est un traumatisme énorme pour tout le monde, et donc effectivement ils ont peut-être 2 vies aussi, et c'est ce qu'il y a dans le roman, mais c'est quand même une continuité d'une vie, puisqu'ils sont là avant, pendant et après.
Ça s'appelle « Ils vont beaucoup t'aimer », c'est de Michel Visart et c'est paru aux éditions Mols. On vous recommande très chaudement cette lecture. Est-ce que vous êtes d'accord pour voyager? Je sais que vous faites beaucoup de marche à pied, oui. Michel, et que vous voyagez beaucoup, que vous aimez bien les voyages, la découverte. Je ne me trompe pas? Non, mais surtout la marche à pied, j'en reviens. Je viens de passer 7 jours dans le Jura et c'était vraiment extraordinaire. C'est une région superbe que je recommande. Alors, je vais vous emmener un petit peu plus loin. On va jeter un coup d'œil au Burundi, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir, évidemment. Voilà, c'est Marc Legrand Mulindois qu'on accueille sur le plateau. Marc, vous pouvez vous asseoir en face de Michel, si vous voulez bien. On vous remercie beaucoup d'être sur notre plateau. Vous arrivez du Burundi. Et quand je dis que vous arrivez du Burundi, au moment où on enregistre cette émission, c'est totalement vrai. Ce sont vos premières heures en Belgique, exact? Oui. Je viens d'arriver en Belgique depuis un jour déjà, je vais dire. C'est long un jour. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi vous êtes là, Marc? Oui, bon, en fait, je suis là pour jouer à mon spectacle Roudia. Roudia qui est une pièce de danse contemporaine mélangée avec la poésie et l'islam qu'on a créée au Burundi justement avec la slammeuse belgo-burundaise Joy Islam. Du coup, je suis très content d'être là pour présenter ce spectacle le 27 au KVS à Bruxelles. Donc je suis là pour ça. Ouais, ce sera donc la semaine prochaine, effectivement, dans le cadre du festival Congolisation qui sera monté au KVS. Si on vous présente un petit peu, on doit dire quoi? Vous êtes danseur, chorégraphe, un petit peu agitateur culturel. Vous êtes originaire du Congo, mais maintenant vous vivez au Burundi, hein? Oui, je suis congolais à la base. De quelle région? De l'Est. D'accord. De l'Est, entre Goma et Bukavu. Moi, je suis né dans une petite ville à Uvira, pas loin du Burundi. Donc voilà, je suis actuellement basé au Burundi depuis quelques années. Et voilà, je suis danseur de formation, interprète. Je fais les ballets nationaux de Kinshasa, je fais l'école des sables au Sénégal aussi. Et je suis un tout petit peu chorégraphe parce que je sais décrier, de monter de pièces un tout petit peu au Burundi et dans la région des Grands Lacs. Et je suis aussi les prix chorégraphiques de la région des Grands Lacs 2023. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait un tout petit peu. Et j'ai aussi un festival. C'est le festival des danses au Burundi, Iwulilo Dance Festival, que je coordonne depuis des ans maintenant. Et voilà, je suis dans pas mal des choses, un tout petit peu comédien, metteur en scène. Je suis vraiment artiste. Voilà, il y a de l'énergie chez vous. Ouais. Michel, est-ce que vous connaissez cette région des Grands Lacs? J'ai été un petit peu, oui, à une occasion, enfin j'étais pas mal en Afrique, j'ai été à Bukavu, mais pas dans la partie exacte d'où vous venez. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller plus au Congo, et notamment dans ce coin-là, mais du côté de Bukavu. Donc oui, je connais un petit peu, mais je n'oserais pas dire grand-chose là-dessus, parce que je ne suis pas du tout un expert. Alors, Roudia, ça veut dire revient, si je ne me trompe pas, oui. Marc Legrand Mulindois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça raconte quoi, ce spectacle? Alors, Roudia, c'est déjà à la base un appel. Moi, j'avais réussi un appel, ça parle beaucoup de moi, Roudia. À la base, moi, je suis grandi sans mon père. Il est parti quand j'avais 4 ans et il est mort quand j'avais 13 ans, donc je ne l'ai jamais vu. Et je suis grandi dans cette atmosphère là où tu vis sans père et c'était très compliqué. Et je vis beaucoup plus avec ma mère qui a beaucoup fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, mais j'avais toujours cette envie-là de toujours un jour voir mon père. J'ai pensé à les revoir un jour et tout. Et Roudia, c'est un mot en swahili pour dire rentre, reviens à la maison. Et je voulais dire à mon père de retourner à la maison. Et quand j'étais petit, je me disais j'allais créer un spectacle pour dire à mon père de rentrer à la maison, mais pas seulement à mon père, mais à tous les papas qui vont aller pour chercher la vie et qui peuvent pas revenir en Afrique ou dans leur village pour... Malheureusement, en Afrique, c'est fréquent. Ouais, donc du coup, j'ai rencontré Joy. J'ai rencontré Joy en 2021. Qui est Joy? Joy Islam, c'est une slameuse belgo-burundaise.
avec qui on va faire ces spectacles. Et qui est déjà venu dans cette émission Voilà. pour que Michel Visart saisisse un petit peu de qui on parle. Merci. Bon, donc, oui, quand j'ai rencontré Joy, elle est venue voir mon spectacle Abuja sans tabou. J'étais en train de jouer Kitty, qui est ma première création, en 2021. Et j'ai rencontré Joy vers fin 2021. On a discuté un tout petit peu, je lui ai parlé de ce que j'avais en tête. Et voilà, on s'est retrouvés qu'on avait tous la même chose à dire, le même message. Parce que lui aussi, pour lui, c'était aussi un message qu'il voulait, parce qu'il a beaucoup des origines italiennes, belgo-burundaises, et tout. Il avait un message à dire à la diaspora congolaise, burundaise, africaine qui est en Europe, de rentrer en Afrique, de retourner à la maison, de retourner à leur authenticité, de rentrer voir leur père, leur mère, de vraiment rentrer à la maison. Et on s'est retrouvés qu'on avait tous cette idée, on s'est dit voilà, pourquoi pas ne pas créer quelque chose, ne pas créer un truc dans les délangages poétiques, qui est aussi dans le mouvement, la danse, la chorégraphie et dans les mots. C'était vraiment une première au Burundi, et on a réfléchi ensemble avec Joy. On a monté Roudia. Alors ce que je vous propose, Marc, Oui. c'est qu'on voit un extrait, qu'on voit un teaser, comme ça on va comprendre de quoi on parle. Ça va être la puissance et la force de l'image qu'on va mettre derrière vos propos, comme ça on aura une vision complète. On va demander à Michel Visart, première réaction à ce que vous venez de voir. Mais je crois que je vais aller le voir. Merci. Non, mais vraiment, je voudrais tout comprendre et tout voir, mais alors surtout que la musique du début, elle me fait déjà planer. Je trouve cette beauté de la voix, avec ce chant tout comme ça, c'est déjà quelque chose qui vous emporte. On se dit, mais il faut continuer avec eux, quoi. Donc voilà ma réaction à chaud. Voilà. Alors je voudrais quand même m'intéresser, quand même poser une question au journaliste économique que vous avez été, Michel. Le problème de l'immigration, la diaspora africaine, celle qui doit quitter le pays pour gagner une meilleure subsistance, avec peut-être le sentiment qu'elle abandonne le pays d'origine. Ça vous parle ? Oui. Je crois que c'est difficile de parler à leur place, hein, je veux dire certainement, mais pour avoir été quand même pas mal de fois au Congo, il y a à la fois quitter son pays, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, et on sait que malheureusement dans beaucoup de pays africains, je pense à l'Afrique centrale, on le sait, il y a des drames en permanence pour l'instant près de chez vous, hein, des choses comme ça, donc la diaspora est inévitable. C'est difficile d'être loin, même si on est peut-être parfois dans un plus grand confort, mais ce n'est pas toujours le cas. On sait très bien qu'arrivent chez nous beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, peut-être moins d'Afrique centrale quand même, et qui sont dans des conditions difficiles, et que nous essayons tant bien que mal de les accueillir, mais qu'on ne fait pas toujours assez par rapport à ça. Mais c'est difficile de le mettre à leur place, mais c'est quand même souvent beaucoup de douleurs et de complications, et je crois que nous sommes tous êtres humains, donc on a un devoir de travailler les uns avec les autres, de se parler, d'échanger, de comprendre. Ouais. Marc Legrand, Mouline-Doigt, on vient de voir les images, vous êtes 3 sur scène. Alors on a reconnu Joy, la slameuse, avec un maquillage moitié d'un visage sombre, moitié d'un visage clair, qui est la 3e personne. Comment est-ce que ça fonctionne, ce spectacle ? Il va y avoir des moments dansés, des moments de slam, donc de poésie, tout se mélange, il y a des moments distincts ?
Oui, en fait, Roudia, c'est une pièce des 3 interprètes normalement. Alors, normalement, il y a moi qui est les chorégraphes. À la base, c'est une équipe, toute une grande équipe. Il y a Sidi Chizane qui a fait la mise en scène. Il y a Alexis qui a fait la musique. Il y a Joy qui a écrit les textes, moi qui est les chorégraphes. Mais en plus, parce que la pièce, elle parle de la mère qui va dire à son enfant de rentrer. Moi, je suis l'enfant dans la pièce et la mère qui est Joy. Mais l'autre personne que vous voyez, ça va être interprété par Ivana, qui est ici, qui est aussi une très bonne danseuse et comédienne burundaise. C'est là, l'esprit. Elle est l'esprit, elle est la voix de la mère. Elle est un tout petit peu... parce que la mère, elle est faible. Elle n'arrive pas à hausser la voix plus haute pour dire à son enfant de rentrer. Et Ivana, qui est l'interprète, qui va jouer l'esprit, qui va jouer la voix, qui va jouer la force, c'est elle, en ce moment-là, qui va un tout petit peu être dans la mise en scène. Elle va être comédienne et danseuse à la fois. Et dans la pièce, il y a des moments où ça danse fort, parce qu'il y a des moments de transe, il y a des moments où l'enfant a vraiment décidé de rentrer à la maison, et il y a des moments où l'enfant, on doit encore une fois le faire renaître à nouveau, parce que l'enfant, quand il est parti, il a perdu ses racines. Bon, et il y a des moments où il y a des textes qui touchent, des mouvements assez forts, de la mise en scène qui est assez forte aussi. Donc voilà, ça va être... J'ai une question à vous poser. Oui. Vous avez expliqué l'origine avec votre papa, quelque part. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, avec ça, vous l'avez retrouvé ? Franchement, oui. À chaque fois quand je joue cette pièce, je me sens beaucoup connecté. Pas seulement avec lui, parce que ça devient maintenant plus grand que ça. Ça, c'était le bi au début. Maintenant, je me sens connecté avec tous mes ancêtres. Maintenant, c'est important. À chaque fois quand je suis sur scène, à chaque fois quand je joue au Dia, je me sens un tout petit peu parler avec mes ancêtres, parce que je sens un tout petit peu moi aussi qui rentre vers mes ancêtres. C'est pas que moi qui fais appel, mais moi aussi à un moment donné, dans la pièce, j'ai envie de rentrer vers mes ancêtres, parce que, comme vous le savez, le christianisme, l'éducation christianisme, chez nous en Afrique, particulièrement à l'Est, elle nous a beaucoup déconnectés de nos ancêtres, de nos valeurs, de nos cultures, de nos racines. Et après, à chaque fois quand moi je joue cette pièce, j'aime ça un tout petit peu connecté ou reconnecté. Est-ce que c'est une leçon pour nous aussi par rapport à nous de dire que c'est important d'avoir ces connexions avec ses ancêtres ? Franchement, c'est très très important, parce que pour moi, je pense qu'il n'y a que ça. À un moment donné, il n'y a que ça pour se sentir encore beaucoup plus présent dans ce monde, pour se sentir encore avec beaucoup d'énergie, je pense. On a tous besoin de nos ancêtres, quoi. Parce qu'ils connaissent beaucoup plus. Marc, ça a été monté donc au Burundi. On a vu quelques commentaires élogieux dans le teaser qu'on vient de projeter. Donc ça a été un succès. C'est important pour vous de pouvoir la proposer en Europe aussi, cette pièce ou ce spectacle ? Oui. Franchement, même au début, à la création, on se disait avec Joy que cette pièce, elle doit tourner partout en Europe, parce que les concernés, ils sont ici. Les gens qui doivent écouter vraiment ces messages, la plupart, ils sont dans le diaspora, et nous, on est contents. Moi, je suis très content de les jouer ici, parce que j'aime ça un tout petit peu. C'est les messages qui vont vers les destinataires. J'aime ça un tout petit peu satisfait du travail. Et puis, en tant que danseur aussi, c'est une satisfaction de voir mon premier travail présenté à l'international. C'est un langage universel, au fond, je veux dire, qui peut parler à tout le monde. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, il sera joué en Belgique, au KVS. C'est déjà bien, et je l'espère encore qu'on aura d'autres dates ici et là. Mais vraiment, je suis très content. Combien d'années qu'il existe, votre spectacle, là ?
Ok. Pour l'instant, ça fait 2 ans que le spectacle existe. On l'a joué, on était en tournée dans la région des Grands Lacs, donc on l'a joué au Congo, au Rwanda et au Burundi, des fois au Burundi. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'il existe et là, ça va être sa première fois. Il y avait quelle Belgique. réaction dans la région des Grands Lacs quand vous jouiez? Franchement, partout où on jouait ces spectacles, il y avait toujours quelqu'un qui disait que c'était fort. C'était assez fort dans les textes, dans les mouvements, dans les jets, parce que tout le monde se sent concerné à un moment donné, tout le monde se sent appelé, et c'est ce qui était un tout petit peu chez nous, une satisfaction de nous dire, voilà, le message est passé, et voilà, il y a des gens qui se sentent dans le truc. À un moment donné, tu as l'impression que tout le monde est dans la pièce, tu as l'impression que tout le monde est sur scène. Et puis le fait de faire voyager le public avec nous, ça nous fait du bien, nous perso. Et puis les réactions des gens, comme vous pouvez le voir dans les commentaires, c'est des gens qui ont vu les spectacles et qui ont commenté. On a senti vraiment, et voilà, ça c'était une satisfaction. Alors pour je vous l'équipe. propose qu'on vous voit danser, Marc, et on va en reparler juste après. It is from her where you come from. It is from her these seeds were sown. Your DNA and mine, generations and bloodlines. Fabric, made that shit classic. That shit ain't average, we did. Who did music, made that shit language. African branded, we did. Who took movement, spirit included, made it a movement, we did. Who's the origin, straight from the soil and then redistributed, who did? Formation, past and forward generation, future age, answers that will never win. They will never forget. Kando mushishini napi, yeah. Ponse twanyanto mushili wimaki, yeah. Engineer dokotela wa face yafuma kwesu ubufumu n'obukumu byonse byatula kwesu ubu nonshi mu kitundu mufundi omushiri bavalues ya kimuntu ubafundi omushiri bato rapping in for more bishop tofyambire kaleifu tetunchaile shopon young chef violence. Michel Vizard, est-ce que vous êtes sensible à la danse, à la chorégraphie? C'est pas votre écriture à vous, si je me trompe pas, mais est-ce que ça vous touche? Heureusement, oui, énormément. Mais j'ai une question que je vais poser. Ça se fait dans un décor qui n'est pas très sympa. Hein. On voit les vieux pneus, on voit des déchets à un moment donné, etc. Et puis il y a la vie qui arrive, c'est vous. Vous êtes avec un sourire, j'ai remarqué quasiment tout le temps. Le message de ça, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que quelle que soit la situation, la vie peut sortir ou bien c'est autre chose? Alors, cette vidéo, elle me rappelle beaucoup de choses. Là, j'ai envie de pleurer, en fait. Je me rappelle, j'étais en voyage. J'ai quitté Lubumbashi, qui est une ville du Congo. Oui. Je devrais aller en Zambie. Je devrais me rendre en Zambie. Et là, je venais de perdre... J'avais perdu mon sac, mes cartes, mon argent. J'avais rien. J'avais pas de passeport. J'avais rien. Et puis, dans ma tête, je me disais que c'était quelqu'un qui venait de voler mes trucs. Et là, quand même, j'avais déjà traversé, donc je suis de l'autre côté, je suis en Zambie, là. Oui. Je dois marcher à pied. Du coup, je rencontre des gens dans la rue, des gens qui me sourient, même s'ils ne me connaissent pas, les gens qui me salient. Et puis, je me pose quelque part, il y a une petite édition à côté, et on joue la chanson, en fait. Et je demande, qu'est-ce que veut dire, cette chanson veut dire quoi? Et c'est une rappeuse de la Zambie que j'aime beaucoup et qui va
donner un message à la jeunesse que pour dire voilà, aimons notre pays, aimons notre nation, aimons chez nous, voilà, travaillons ensemble. Ça va être un message de résilience. Et en ce moment-là, je vois l'environnement, c'est pas très beau, mais quand je regarde les gens, ils ont toujours un sourire. Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est le cas chez moi. Chez moi, quand tu arrives, c'est vraiment, tu as déjà été au Congo, tu sais, c'est rien de la Belgique, c'est très différent. Mais quand tu regardes les gens, ils ont les sourires, ils sont contents. C'est la vie. C'est la vie. Et moi, je me suis dit, OK, le meilleur moyen de me consoler, de me dire merci pour au moins ce qui vient de m'arriver, même si j'ai rien, je ne sais pas par où commencer, j'ai envie de danser. Vous disiez que vous aviez presque envie de pleurer, hein, et puis vous souriez, et vous souriez encore maintenant. On arrive toujours à sourire, c'est finalement toujours le sourire, la vie qui va gagner? Oui, et c'est en ce moment-là que je me dis, peu importe la situation, on sourit, peu importe ce qui se passe. Et moi, j'ai envie de danser à ce moment-là. Quand tu vas dans le mouvement, ça fait du cramp. Les crampes, c'est trop la rage. C'est une danse qui ne se fait pas avec sourire. Oui, parce qu'il y a quand même dans cette danse qu'on vient de voir une certaine violence aussi. Hein. C'est une danse, c'est vraiment la guerre, c'est la rage. Tu as envie de te déchirer. Mais en fait, moi, j'ai une manière de... Quand je l'ai fait avec sourire. C'est un double message que parfois j'envoie et ça fait partie de mes démarches en tant que chorégraphe. Tu vas même voir dans mes pièces ou dans Roudia. Il y a des moments où c'est censé être très triste, mais tu vas me voir avec un sourire. Pour moi, ça veut dire même un sourire suffit pour passer une journée. Oui, Marc, je vais vous interrompre parce qu'on avance dans l'émission, on a encore un invité à accueillir. Je voudrais juste que vous commentiez quelques images qu'on va voir maintenant. C'est un stage que vous avez donné. Et pendant ces images, que vous m'expliquiez quel type de danseur vous êtes. On sent du hip-hop, il y a du classique, il y a de la danse traditionnelle chez vous. C'est la synthèse de tout ça qui vous intéresse ? Oui, en fait, j'ai touché un peu à tout. Moi, à la base, j'ai commencé avec la danse traditionnelle. Après, j'ai embrassé un tout petit peu la culture hip-hop. Et après, la danse contemporaine et tout. Maintenant, j'ai touché un peu à tout. Et moi, j'aime beaucoup partager avec les jeunes, les enfants, les nouvelles générations. Moi, à chaque fois quand je voyage pour des formations... Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. D'accord. Ouais. À chaque fois quand je voyage, j'apprends. Et puis quand je rentre dans mon petit village, dans mon quartier, je partage avec d'autres jeunes. Et ça me fait beaucoup plaisir. Donc voilà. En termes de danse, j'ai touché un peu à tout, mais je n'ai pas de style spécifique. Je prends des styles comme des outils qui m'aident dans mes créations, mais voilà, j'ai une grande passion pour le partage. J'adore beaucoup partager. Ça s'appelle Roudia. Ce sera donc à voir le 27 juin au festival Congolisation au KVS. On pourrait encore vous écouter pendant des heures, Marc et Michel, mais on va accueillir quand même un troisième invité. C'est Lorenzo Morello qui est avec nous. Michel Vizard, il y a 2 livres de Lorenzo sur votre go. Vous allez prendre le premier. Que vous dit ce titre? À quoi ça pourrait vous faire penser? Oula, voulez-vous? Voulez-vous, c'est une question déjà. Ouais, il n'y a pas le point d'interrogation là. Mais non, c'est vrai. Il n'y a pas le point, ça change tout. Qu'est-ce que vous voyez sur la couverture? On est dans quel univers? Il y a un homme entre deux hauts dans un étage, un building moderne. C'est assez froid comme couverture. Et puis surtout, il est devant je ne dirais pas le vide, parce qu'il y a tout. Il y a à New York, quelque chose du genre là derrière. Et donc c'est assez impressionnant. Il y a une vitre quand même, j'espère pour lui. Et voilà. C'est un petit côté un peu... C'est parlant, c'est interpellant, un petit peu angoissant peut-être quand même aussi, parce que est-ce que c'est le début ou la fin de quelque chose? Alors Lorenzo Morello, on va essayer de raconter ce qu'est le pitch de Voulez-vous. De quoi on parle? Alors dans Voulez-vous, on parle... Alors c'est difficile d'en parler justement sans dévoiler l'histoire qui est supposée se révéler au cours de la lecture. Mais disons que le pitch principal... le point de départ du roman, c'est un homme, je ne sais pas pourquoi je dois regarder, mais c'est un homme qui, d'une cinquantaine d'années, qui a fait fortune, c'est un homme d'affaires, mais qui n'a,
disons qu'il a, il a réussi sa vie au sens où on l'entend en général, mais il n'a pas de vie de famille, il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant, il n'a pas vraiment d'amis. C'est un homme qui a consacré toute sa vie à son travail. Et puis, il se passe un événement a priori anodin qui est le retour du groupe ABBA. Ça, c'est vraiment arrivé. C'était en novembre 2021. Le groupe ABBA est revenu avec un nouvel album après 40 ans d'absence. Et ça va faire l'effet d'un déclencheur pour lui. Ça va tout remettre en question bizarrement. Et il va décider d'arrêter toutes ses activités. Il va revendre les parts de sa société à la personne qui arrivera à lui organiser un rendez-vous avec un des membres de ABBA, et pas n'importe quel membre, avec Benny Andersson. Celui que vous appelez parfois le gros barbu. Le gros barbu qui n'est plus si gros, parce que maintenant il a 78 ans et vous savez qu'avec l'âge on a tendance à perdre du poids. Mais qui a toujours joué un rôle essentiel dans le groupe. Hein. C'est un très grand artiste, oui. en fait, Benny Andersson, un grand pianiste, un grand compositeur. Et puis c'est plus le seul barbu, puisque l'autre est barbu aussi maintenant. Mais donc à la base c'est le gros barbu de ABBA. Alors c'est une histoire un petit peu loufoque et c'est l'occasion aussi de nous interroger sur ce qui nous rend heureux dans la vie, sur ce que ça représente la réussite matérielle et sur aussi des êtres qui nous manquent, parce qu'on ne va pas tout dire du roman, Lorenzo, mais il y a quand même une petite fêlure derrière cette quête d'un rendez-vous avec ABBA. Il y a une énorme fêlure en fait. C'est même, je dirais, c'est ce qui m'a inspiré l'idée du roman. Bon, alors de nouveau, c'est difficile, il faut faire attention à ce que je dis, parce que je ne veux pas trop dévoiler, mais j'avais lu une nouvelle de Haruki Murakami, un auteur japonais que j'adore, dans son recueil Des hommes sans femmes, et la nouvelle parlait d'un homme qui, alors avec Murakami, c'est toujours extrêmement métaphorique, et il parlait d'un homme qui ouvre un café et qui, au fur et à mesure du temps, d'abord il voit un serpent rentrer dans son café, donc il le prend, il l'attrape, il le jette dehors. Et puis quelques jours après, il en voit un deuxième. Et puis au fur et à mesure du temps, il y en a de plus en plus qui rentrent dans son établissement et il n'arrive plus à s'en débarrasser. Et c'était une métaphore, en fait, on le comprenait à la fin de la nouvelle, c'était une métaphore du fait que si on ne prend pas le temps d'affronter ces démons et de vivre ces douleurs, si on ne veut pas regarder la réalité en face, et si on essaye d'avancer à tout prix pour s'éviter de trop souffrir, on perd son âme en fait. Et le personnage avait perdu son âme, il n'était plus lui-même, il ne souffrait pas. Et c'est le cas de mon personnage parce que il a bâti toute sa carrière sur en fait un drame familial advenu quand il était enfant, et pour pouvoir faire fi de ça et pour pouvoir essayer de réattirer vers lui l'attention de ses parents, il a construit, il a travaillé pour les rendre fiers, pour éviter de penser au drame dont je ne vais pas parler, parce qu'il faut quand même que les gens le découvrent en lisant le bouquin. Mais il s'est enfermé dans sa réussite, on va dire ça comme ça. Exactement, et puis surtout, il bâtit toute sa vie sur des fondations complètement foireuses. Et le retour de ABBA, qui a priori n'est pas quelque chose de spectaculaire ou qui est supposé nous émouvoir plus que ça, est en fait une Madeleine de Proust très très forte, liée à son enfance. Et si, vu de l'extérieur, les gens n'ont pas l'air de bien comprendre en quoi le retour de ABBA peut remettre tout en question pour lui, au fur et à mesure de la lecture, on comprend qu'en fait c'est vraiment un élément déterminant. Ouais. Et c'est vraiment une Madeleine de Proust qui revient... Mais ça ne doit pas être très gai dans sa tête jusque-là, si j'ai bien compris. Parce qu'en plus, il est passé à côté de sa vie, quelque part. Et, alors, jusque-là, c'est pas très grave parce qu'il s'en accommode, surtout qu'il il a quand même très bien réussi socialement, et que la société nous renvoie en général une image très positive de la réussite professionnelle. Ouais. Mais effectivement, à un moment donné, il n'a plus d'autre choix que de regarder la réalité en face, et là, effectivement, c'est la chute. Et c'est l'histoire de cette chute, en fait, qui ne va vraiment prendre effet que... vers la fin du bouquin,
mais c'est l'histoire de cette chute, cette prise de conscience. Ça, c'est vraiment le sujet du roman. Ouais. Ouais. Je voudrais quand même peut-être vous proposer de lire un petit paragraphe, Lorenzo, faire comme Michel Visart. Alors, avec plaisir. Prendre un petit passage. Alors, parce qu'on a l'air de dire des choses très sérieuses et un petit peu angoissantes et négatives. Alors, il y a ça, c'est une dimension évidente de votre roman, mais il y a aussi un style qui, par moments, nous conduit vers des sourires, de la légèreté. C'est le contraste entre cette réflexion philosophique que vous venez de développer, mais aussi un petit peu une critique acerbe ou ironique de notre société d'aujourd'hui qui fait fonctionner ce roman. Oui. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas du tout comment. C'est pas évident de choisir, au hasard. Alors si, le truc c'est que moi, bon, j'ai vu le début de l'émission et donc je me suis douté que vous alliez me poser la question, j'avais pas le bouquin avec moi. Et il y a un passage, parce que c'était aussi l'occasion pour moi de parler de ça, du plaisir de l'écriture. Il y a une phrase dans le bouquin que j'adore. Et si vous ne la retrouvez pas, restituez-la de mémoire alors. Non, je vais essayer de la retrouver pendant que je parle. Et cette phrase, en fait... mais tout le paragraphe, mais précisément une phrase. Et je trouve ça, c'est ce qui est formidable dans le fait d'écrire, c'est le plaisir, cette chose incroyable que j'aurais jamais imaginé possible il y a quelques années, d'avoir autant de fierté, autant de plaisir, juste parce qu'on a écrit une phrase, mais qu'on trouve que cette phrase est parfaite entre guillemets. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, mais ça veut dire que le reste n'est pas aussi parfait. Non, bien sûr que non. Le bouquin est extraordinaire, mais cette partie-là... Pendant que vous cherchez, je vais poser une question peut-être à Marc, vu de votre position à vous, la réussite des Occidentaux, cette société qui mise tout sur l'argent, le pouvoir, le paraître. Quel regard vous en avez? Est-ce que vous avez un petit regard critique? Est-ce que vous nous plaignez par moment ou pas? Ok. Est-ce qu'au contraire, vous jalousez notre capacité à avoir beaucoup de richesses autour de nous? Non, non. C'est vraiment pas de la jalousie, mais je pense que vous perdez un tout petit peu quelque chose, une certaine richesse que nous on a. Ça veut dire au fil du temps que la richesse matérielle gagne la vie humaine. L'humain perd un tout petit peu son côté humain. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. C'est, en fait, il y a ces côtés-là. Plus tu as de moyens, plus tu as de l'argent, plus tu as de choses et tout. Tu perds un tout petit peu ces côtés humains, l'amour. Ça rejoint ce que disait Lorenzo sur les héros de son livre. Je pense qu'il y a... il n'y a vraiment pas grand-chose à envier. Après, oui, vous avez beaucoup de confort. Beaucoup de confort. Ouais. Beaucoup de confort. Et ce qui est bien, moi je pense, c'est le conseil que je peux partager avec vous, c'est que vous pouvez profiter de ces conforts pour être humain, encore plus humain. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on a aussi une éducation qui dit... C'est important. Ouais, plus tu gagnes, plus tu donnes avec amour. Mais plus alors, tu... est-ce que Lorenzo a retrouvé son petit passage? Alors, juste, je vais répondre à ça. Puis je vais lire l'extrait, désolé. Mais effectivement, je crois que ce qui est triste, c'est que l'humain a, par nature, tendance à se méfier de plus en plus des autres. Plus il possède, plus il se méfie des autres parce qu'il a peur que l'autre lui prenne ce qu'il a. Voilà. Alors qu'en réalité, la véritable richesse, évidemment, elle n'est pas matérielle. Alors oui, j'ai retrouvé, j'y vais. Je décolle les fesses de ma chaise et sans relever, j'écarte les bras et les passe autour des épaules de Léo. Je l'attire à moi et le serre parce que je ne sais plus quoi penser, parce que je ne sais plus quoi dire et que sur le moment, ce geste ne me paraît pas incongru. Si je ne prétends pas que Léo accueille cette démonstration affective avec enthousiasme, du moins ne me repousse-t-il pas, allant même jusqu'à poser une main sur mon épaule en me traitant de crétin, mais d'une voix adoucie par le sourire qu'elle a dû traverser pour parvenir à mon oreille, d'une voix où, malgré ce que j'ai fait endurer à cet homme, demeurent quelques traces de l'amitié qui nous liait jadis. Voilà. Et ça, c'est le personnage principal avec son associé, pour resituer un petit peu. Je précise que cette phrase-là, je l'ai le lendemain de l'avoir écrite, je l'ai lue à mon collègue, je suis géotechnicien aussi dans un laboratoire à Louvain-la-Neuve, et j'ai lu cette phrase en lui disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et il trouvait ça beau aussi. Et c'est vrai que
Bon, bien sûr, il y a plein de passages dans le bouquin que j'aime, hein, mais cette partie-là, particulièrement, elle me rend très fier et elle me donne envie de continuer à écrire. La phrase, mais pourquoi? Pourquoi elle vous rend très fier? D'abord parce que c'est une phrase, alors aussi parce que tout à coup, il est capable. Alors, il y a ce geste envers son collègue qui est aussi à la base son meilleur ami avec qui il a fondé la société. Au fur et à mesure du temps, leurs rapports sont devenus de plus en plus professionnels. Et là, tout à coup, on sent qu'il redevient un peu humain. Il est de nouveau capable de prendre quelqu'un dans ses bras. C'est quelqu'un de très froid. Hein. C'est pas du tout quelqu'un de sympathique, hein, a priori. J'arrive à le rendre quand même attachant, j'espère, par le biais de l'humour, parce qu'effectivement, c'est pas la partie la plus marrante du bouquin que je vous ai lu, mais c'est un humour assez sarcastique. Vous aimez bien ce petit décalage entre la profondeur, les choses un petit peu négatives, les choses critiques, et puis on se moque de nous-mêmes un petit peu, ou on se moque de la société. Il y a un côté caustique chez vous? Ouais, mais ça, c'est vraiment dans ma nature. Ça a toujours été le cas. J'étais déjà comme ça quand j'étais enfant. Ça gênait beaucoup ma mère. Qui trouvait que j'avais parfois que je disais des choses un peu déplacées. Ça fait 30 ans que je suis comme ça aussi dans le cadre de mon travail. Et il y a des gens qui m'adorent pour ça, et puis il y a des gens qui ne savent pas me supporter à cause de ça. C'est vraiment ma nature profonde, et de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse écrire autre chose que des choses qui nous correspondent complètement. C'est clair, quand je vous entends, je pourrais dire la même chose autrement, parce que ce n'est pas du tout la même caractéristique du bouquin. Alors, je dis toujours, je ne suis pas dans le livre, mais on y est quand même. Il y a notre vie, nos expériences, et d'une façon ou d'une autre, on les met, non? Mais c'est impossible de faire autrement. Bien sûr. D'ailleurs, les gens qui nous connaissent, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour toi, pardon, mais les gens qui me connaissent me disent, j'ai aimé. Et ce que j'aime, alors il y a deux écoles. Il y en a qui disent, j'arrive pas à te lire parce que ça me rappelle trop de trucs qu'on a vécu ensemble, et donc ça me désarçonne. Et puis il y a des gens qui adorent ça. Ils disent, ah mais oui, mais ça tu as écrit ça parce que à telle époque il s'est passé ça. Il y a énormément d'éléments autobiographiques dans tous mes romans en fait. C'est le 4e. Je vais devoir vous interrompre parce qu'on arrive vers la fin de cette émission. Dommage. Je vais dire que autant le roman de Michel Visart est ancré dans une époque qui appartient au passé, autant les romans de Lorenzo Morello appartiennent à l'époque contemporaine. C'est une formidable description de ce que peuvent être les relations dans les entreprises, les dérives de TikTok, hein, de ses voisins qui ont décidé de faire des danses un petit peu débiles pour avoir une certaine forme de notoriété. Vous décrivez tout ça avec une plume un petit peu acide, mais il y a des moments très très drôles dans votre ouvrage. Je voudrais juste qu'on montre la couverture de l'ouvrage précédent qui s'appelait Pierre, papier, ciseaux. Ça se passait dans une entreprise loufoque, où en fait on faisait une expérience grandeur nature de ressources humaines en faisant construire un petit peu n'importe quoi à des gens qui servaient de cobayes et qui finalement vont retourner l'expérience contre les expérimentateurs. Et c'était aussi très très drôle. Donc la plume de Lorenzo Morello, acerbe mais drôle en même temps. C'est un auteur qu'on vous conseille de suivre. Merci à tous les trois d'avoir participé à Connaissez-vous. Est-ce qu'on vous a donné envie de partager, de voir le travail des autres? Absolument. Oui, oui, honnêtement, oui, franchement. Oui, tout à fait. Franchement, Oui, parce que la thématique du roman m'intéresse. Ayant été journaliste économique, je peux comprendre ce genre de profil. Et puis là, j'ai été séduit. Je pense que je vais aller voir s'il y a des places encore pour le spectacle, c'est évident. Franchement, Merci. Merci à tous les trois d'avoir été au rendez-vous de Connaissez-vous. Avec plaisir. Merci. C'était Connaissez-vous. On sera de nouveau là la semaine prochaine. Et si vous aimez la culture, n'oubliez pas les autres émissions de BX1, le brunch tous les matins à 9h. Et LCR, le courrier recommandé avec David Courrier tous les soirs en fin d'après-midi. La culture, c'est sur BX1 et on espère que vous nous serez toujours fidèles.